Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon de votre côté? Dites-le moi dans le chat. Et aujourd'hui, nous allons effectivement parler on va beaucoup parler du à distance. Merci, merci, merci pour les retours. Et de l'apport des communautés virtuelles dans cette optique-là de l'innovation, de partage de bonnes pratiques et de la collaboration. Alors, toujours une petite mise en jambe. Où êtes-vous aujourd'hui? C'est le icebreaker de la matinée. Alors, normalement, vous avez le droit de prendre un petit stylo pour pouvoir écrire. Vous allez en bas de l'écran. Vous avez normalement une petite flèche, un pointeur de souris. Vous pouvez le remplacer par un petit dessin. Et là, je mets un petit tic pour dire que je suis là. Hop, je suis ici. Je suis en haut de scène. Donc, prenez en bas. En bas de l'écran, vous avez la couleur que vous pouvez choisir, le crayon. Ah, je vois que Alain a commencé à faire des choses, donc allez-y. Ça, c'est Paris, et puis ça, les communes limitrophes, là, sont en haut, en fait. Les Paris, là, et les communes limitrophes. Ah, il y en a qui sont dans le sud, près de Bordeaux, très bien. Il y en a qui sont à Grenoble, d'autres à Paris. Bourg-en-Bresse, très bien, nickel. Donc, très, très. Sinon, si vous pouvez pas le trouver facilement sur l'écran pour mettre le petit pointeur, vous mettez dans le chat et ça ira très bien. Donc, on est un peu partout manifestement. Effectivement, il y en a qui sont près de Clermont-Ferrand manifestement. Il y en a qui sont du côté d'Avignon, Aix, je ne sais pas ce que je vois. Il est pas mal, hein, il y a des choses. Paris, Paris, waouh, waouh, waouh. Donc, on est super, on est en mode vraiment complètement, complètement effectivement virtuel et à distance. Alors, je continue. Où sommes-nous aujourd'hui maintenant? Pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pourquoi prendre la parole aujourd'hui? C'est une très bonne question. Et la réponse, c'est qu'en fait, bon, vous me connaissez un peu, mais pas forcément tous, hein. J'ai découvert le KM à ses débuts il y a plus de 20 ans, 25 ans, à peu près dans des grosses boîtes industrielles, et entre autres Schlumberger, qui était une des premières. Et ça a vraiment été j'ai vu que le KM, le management des connaissances et la collaboration à distance, hein, déjà à l'époque, on parlait d'équipe virtuelle, d'équipe à distance. Et c'est là que j'ai vu que c'était, pour une entreprise comme celle-ci, un vecteur de différenciation qui lui a permis d'être leader sur son marché, car on pouvait travailler de partout, dans le monde entier, à distance. Les équipes étaient totalement disséminées, ce qui paraît maintenant normal depuis un an. Dans des grosses entreprises industrielles, ça existe depuis plus de 25 ans. Alors, j'ai mis en œuvre des cas concrets, hein, pas mal dans ces entreprises, mais aussi depuis que je pratique ça dans mon entreprise depuis 2 ans avec des partenaires dans le domaine de la collaboration entreprise, des usages collaboratifs, de la transformation des équipes, les découvertes sur le digital et tout ce qui concerne effectivement la partie le management des connaissances et aussi beaucoup communauté de pratiques en entreprise. Et je travaille pas mal avec des praticiens, donc COP1, qui est l'association des praticiens du KM, dont certains d'ailleurs sont en ligne ce matin avec nous. Et puis, je travaille aussi avec des pairs sur ces sujets-là. Et j'ai aussi commencé à faire du coaching d'équipe via une approche systémique, l'approche systémique, dont le but, effectivement, c'est d'améliorer la performance, à la fois en présentiel, mais aussi en distanciel, comme nous avons ce matin. Et donc, si vous êtes ici ce matin, pourquoi je prends la parole? C'est qu'en fait, vous avez été confronté vous-même à ce sujet, à distance, collaboration, bonne pratique, ça ne marche pas forcément très très bien, et vous voulez avoir quelques idées, et donc je vais effectivement vous transmettre ce que j'ai découvert, mais bon, en 45 minutes, ce sera un petit peu juste, mais au moins vous aurez un premier vernis par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui nous réussit aujourd'hui? Alors là, c'est un extrait de tous vos retours, tout ce que vous m'avez dit au, quand vous êtes inscrit, il y avait plein d'idées. Et voilà, donc il y avait une notion de dynamique d'équipe en télétravail, la notion de collaborer à distance, et aussi encadrer une équipe. Et on revient effectivement à tout ce qui est l'approche systémique pour le coaching d'équipe. Le passage du réseau social d'entreprise, qu'on appelle aussi le RSE,
à l'animation des communautés de pratique, c'est le niveau au-dessus, et ça, on va en parler tout à l'heure. Le partage des bonnes pratiques, et même à distance. Améliorer un processus KM, bon là, c'est un peu énorme, mais on pourra en parler parce que les communautés, c'est du KM et les bonnes pratiques aussi. KM voulant dire management des connaissances, c'est knowledge management en anglais ou management des connaissances en français. Et puis faire comprendre et apprendre l'innovation. Donc ça, on va en parler aussi un petit peu dans un des cas que je vais vous soumettre. D'abord, on va faire un focus sur qu'est-ce que c'est qu'une communauté de pratique, parce que je vais en parler pas mal, parce que c'est très important dans la suite du sujet. Donc, c'est un groupe de personnes, comme vous voyez, qui partagent une passion pour une pratique ou un domaine. Alors, c'est des gens qui partagent des problèmes, une passion sur un sujet, qui approfondissent leurs connaissances et leur expertise dans ce domaine en interagissant de manière régulière. C'est important, régulière. Et ces praticiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent sur leur pratique, sur ce qu'ils font. Et en échangeant, ils font des améliorations, ils discutent des problèmes et ils s'entraident, non seulement en présentiel, mais aussi, et maintenant encore plus, à distance. Et on verra comment on fait dans 2 exemples. Et cette communauté, généralement de pratique, elle est définie par un besoin d'apprendre. On veut apprendre soi-même, mais on va apprendre avec ses pairs, des gens qui ont le même métier que vous, le même domaine, et vous voulez apprendre avec eux, parce que vous sentez qu'on apprend mieux des autres que tout seul. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils communiquent régulièrement entre eux sur ces domaines de connaissances, en face à face, en séminaire, en webinaire, qui est donc le distanciel, avec un partage de ressources communes, qui est donc le répertoire de connaissances, la base de connaissances. Alors, les domaines ou pratiques où ils peuvent échanger sont très diversifiés. Ça peut être l'amélioration d'un processus métier, la performance commerciale, par exemple, le développement d'un nouveau service, donc l'innovation. L'amélioration d'un produit, par exemple, c'est possible de qualifier des fournisseurs. Et on voit qu'on bascule vers ce qui s'appelle l'entreprise apprenante, l'apprentissage social, et donc le développement des compétences de chacun. Donc là maintenant, on va voir 2 cas pratiques. Le premier, c'est par rapport à des marchés innovants, une grosse entreprise multinationale, pas mal de pays, et c'est comment gagner des contrats sur des marchés innovants et stratégiques. C'est ça leur problématique. Et ils se demandent comment on peut faire ça. Et donc, clairement, la question s'est posée, comment mettre en lien plein de gens qui ont des idées par rapport à ça. Donc, ils se sont dit, on va créer une communauté de pratique. Mais comme on est sur 17 pays, ce ne sera pas une communauté en présentiel ici, quoi. Ce sera une communauté virtuelle, à distance, avec plein de métiers différents, des gens opérationnels sur le terrain, des gens qui font du commercial, qui font du marketing, qui font aussi de l'innovation, effectivement. Et pour qu'une communauté de pratique fonctionne, et ça, je vais en parler beaucoup tout à l'heure, il fallait nommer un animateur, une animatrice, un leader de communauté. Cette personne-là aura comme rôle de faciliter les échanges entre les gens pour qu'il y ait du mouvement, de l'animation, des discussions. S'il n'y a pas d'animateur, généralement, c'est comme un flanc, ça retombe très vite. Et il vous utilisez quoi? Le réseau social d'entreprise, en l'occurrence c'était Yammer, de Microsoft, comme moyen d'interaction entre ces gens à distance. Plus, bien sûr, les webinaires via Teams, par exemple, plus une base de référence sur SharePoint. Alors, après quand même plusieurs mois d'échanges, ils se sont rendus compte, avec plusieurs webinaires qui ont eu lieu, que, on se retrouvait dans un espace commun, on partageait, on montait en compétences, les gens dans leur pays montaient en compétences, donc il n'y avait pas que le siège qui faisait tout, les pays aussi apprenaient du siège, mais aussi apprenaient des autres pays qui avaient, eux, des idées ou des projets. Et globalement, ils regardaient leurs réussites, voyaient leurs échecs et donc mettaient ça à jour. Alors, ce qui est important dans ce genre de communauté, c'est le choix du leader, la personne qui va animer le groupe. Clairement, il faut quelqu'un qui soit capable de faire de l'entre-gens, qui aime bien discuter avec les autres, qui aime bien animer un groupe, un collectif, qui a des facilitations en termes soit, disons, sur les sujets en question. Pas forcément un expert, mais quelqu'un qui saura animer un groupe. Alors, il ou elle peut être en binôme avec un expert du domaine. Lui ou elle sera plus légitime, tandis que le co-animateur sera plus quelqu'un qui va animer le groupe. Car qui dit communauté dit des rituels. C'est là que l'animation est super importante.
Alors évidemment, le point d'attention numéro 2, c'était les fameux, le fait qu'à distance, tout le monde en a marre. Il faut être réaliste, hein. Le télétravail, on en a tous marre. On a marre d'être à distance. Et clairement, dans leur cas à eux, bon, il y a eu en plus le confinement qui est arrivé par-dessus il y a un an, ça a été pas facile. Et donc, il faut rendre ces webinaires plaisants et inclusifs. Remarquez, au début, j'ai fait un icebreaker. Et tous les mois, je fais un icebreaker exprès. Et il faut plein d'interactions. Bon là, malheureusement, c'est moi vers vous, mais dans un webinaire, c'est en interaction avec la caméra de tout le monde pour qu'on puisse échanger. Donc clairement, il faut les rendre inclusifs, que tout le monde participe et plaisant. Et puis à la fin, il est clair que juste utiliser le réseau social d'entreprise, c'est pas suffisant. Car c'est un début, c'est un moyen, c'est un outil. Ce qui compte, c'est le groupe, c'est la communauté. Et donc, la communauté utilise le RSE comme moyen, mais ce n'est pas le seul. Si vous pensez qu'en discutant, en chattant sur un RSE, que ça marchera tout seul, que les gens vont discuter, comme sur WhatsApp par exemple, vous mettez le doigt dans l'œil, parce que ce n'est pas suffisant. Il faut animer un groupe, proposer des sujets, faire des séminaires, des webinaires, des animations, des discussions, des groupes de travail. Il faut donc créer un collectif et le faire vivre. Alors, deuxième cas, c'est les bonnes pratiques. Alors, ça, c'est aussi un grand sujet. J'ai plein de bonnes pratiques, comment je les réutilise? J'ai pas dit partager, j'ai dit réutiliser. Partager, toutes les boîtes partagent des bonnes pratiques. Maintenant, comptez celles, et même vous-même chez vous, est-ce que les bonnes pratiques sont réutilisées? Ce qui n'est pas pareil. Pas confondre partager et réutiliser. La valeur est dans la réutilisation. Ça, j'en ai parlé, je crois, le mois dernier. Donc, problématique, pas cette communication et de partage de pratiques entre des bureaux d'études dans le monde entier. Et donc, les marges des projets sont en baisse. La marge baisse, oups, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, il faut réutiliser les bonnes pratiques des autres pour pouvoir être plus efficace et donc faire des projets meilleurs et faire moins de bêtises. Et donc, dans ce cas-là, la solution apportée par effectivement cette entreprise, c'est de créer, encore une fois, une communauté de pratique pour le coup, des chefs de projet dans différents pays, virtuels, encore une fois, donc à distance, avec une leader de communauté, en l'occurrence, c'était une qui va animer ce groupe-là, de telle manière et qui soit légitime par rapport à ses pairs, qui elle aussi est chef de projet. Encore une fois, utiliser le fameux réseau social d'entreprise pour pouvoir faire des échanges, entre autres, dire au secours, j'ai un problème, ou pouvez-vous m'aider, j'ai une problématique XY. Donc ça, c'est important d'avoir ça comme moyen d'échange pour appeler au secours ou pour donner quelques bonnes idées ou quelques exemples. Et après, évidemment, encore une fois, de l'animation, des webinaires, des rituels, ils se sont rendus compte que, effectivement, les erreurs étaient un peu plus faibles qu'avant. Et il y a eu des témoignages de managers qui ont dit oui, c'est vrai, depuis ça, alors nous avons un peu moins d'erreurs parce que je me rends compte que ça marche. Évidemment, pour que ça marche, il a fallu aussi organiser le partage et la réutilisation de ces bonnes pratiques avec un suivi important au niveau des bureaux d'études, des managers qui étaient là pour s'assurer que les gens réutilisaient, partageaient avant et que dans le processus projet, c'était bien mis en place. Il y a aussi un impact numéro 2 qui était que les propositions commerciales étaient meilleures parce que les gens qui avaient donc des besoins disaient voilà, j'ai une propale pour telle personne. Non, j'ai une propale sur un sujet X pour un client Y. Pouvez-vous m'aider? Avez-vous des idées? Avez-vous des exemples à me fournir? Des clients, pas des clients, des références clients par exemple, des cas d'usage, je sais pas moi, des retours d'expérience sur tel produit, tel service qui pourrait alimenter mon idée de proposition commerciale. Et effectivement, ça permet d'être meilleur par rapport à ça. Alors là, les points d'attention, c'est un peu différent du premier, mais ça se rejoint avec le cas précédent, c'est qui dit animation dit temps passé. Et on considère que c'est à peu près 15-20% du temps à passer pour animer un groupe. Ça fait beaucoup, hein, ça peut faire une journée par semaine. Parce que animer un groupe, c'est un collectif, ça prend du temps. D'où l'intérêt d'être à plusieurs, donc les fameux co-animateurs, et en plus d'être aidé par ce qui s'appelle la core team, qui est un petit groupe de champions qui vont collectivement travailler avec l'animateur, ici l'animatrice, pour que le groupe soit beaucoup plus réactif et qu'ils échangent comme ça. Donc, du temps dédié pour ça. Donc, le management doit être d'accord sur le sujet, parce qu'il voit la valeur créée par rapport à la communauté. Donc, les bonnes pratiques, donc, in fine, c'est les marges qui augmentent.
Et puis deux, évidemment, il faut justifier aussi le temps passé des gens en tant que membre. Alors, on se dit, bon, ça paraît idiot, mais quand on est dans un domaine où on est facturable, on bosse pour des clients, tout temps non facturable et de l'argent perdu pour la boîte. Donc, il a fallu convaincre les managers, des chefs de projet, que même en étant membre et en passant 3% du temps à regarder ce qui se passait, participer au webinaire ou aller sur le forum du réseau social d'entreprise, et bien que ce n'était pas du temps perdu. Mais une fois, effectivement, ça a marché. Et les rituels d'échange de savoir, ben, ça a été via les webinaires où régulièrement, tous les mois, quelqu'un proposait un cas de ce qu'il a fait, comment ça a marché. Et après, les autres commentaient, apprenaient comme ça des autres par rapport à des échanges de cas pratiques qui ont marché ou qui n'ont pas marché. D'où la confiance importante à avoir dans la communauté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le chat en bas à droite. Hein. D'accord? Donc là, c'est deux cas liés autour des communautés, mais qui ont aidé soit l'innovation, soit la collaboration. Parce qu'effectivement, si j'aide effectivement les bonnes pratiques à se partager, c'est qu'il y a une meilleure collaboration entre les gens, etc., etc. Donc ça, clairement, on voit que ça a un impact par rapport à ça. La communauté est un vecteur de collaboration dans l'entreprise. Dès qu'une entreprise est un petit peu grande ou est étendue, les communautés virtuelles servent fortement à ça. Et donc, il faut les organiser, il faut les créer, il faut savoir comment on fait. Et ça, c'est mon job, parce que depuis 20 ans que je le fais. Et j'aide des clients régulièrement à lancer des programmes de communauté, à former des animateurs, à s'assurer que les communautés fonctionnent chez eux et ou à les relancer si jamais ça ne marche pas très très bien. Pareil, dans un but business qui est de faire en sorte que la stratégie de l'entreprise soit améliorée, soit prise en compte et que les communautés aident à y répondre. Donc les enjeux, effectivement, par rapport à ça, il y en a trois grands, on le voit très bien. Hein. Un enjeu encore beaucoup plus grand quand on est en distanciel, c'est soutenir l'innovation avec des réseaux informels ou formels quand c'est des communautés. Optimiser l'efficacité collective, évidemment, si on échange des meilleures pratiques, si on collabore mieux, on sera plus efficace. Donc là encore, c'est être capable de beaucoup mieux collaborer et être efficace de manière transverse. Les communautés sont transverses, elles ne sont indépendantes de l'organisation, je vous rappelle. Donc, elles sont transverses par rapport à tout le monde. Et puis, valoriser le capital intellectuel, comment? Parce qu'ils échangent des pratiques, ils échangent des idées, ils s'entraident, ils apprennent, donc j'apprends de mes pairs, donc j'augmente mon capital intellectuel, donc je me développe moi-même dans mon organisation qui devient une organisation apprenante, extrêmement important. Retenez-le, organisation apprenante. Et tout ça en distanciel, ce qui est plus dur évidemment qu'en présentiel, mais dites-vous, depuis 20 ans au moins, les entreprises en font, donc ce n'est pas compliqué, il faut savoir l'organiser en tant que tel. Avec des pratiques justement de rituels importants, rituels bienveillance et régulièrement être en contact avec les gens. Ça, c'est fondamental si on veut que ça continue et encore plus en virtuel depuis qu'on est chez soi. Et avec du fun, de l'animation, des choses qui sont drôles, des choses qui font que les gens ont envie de vous voir. Donc, les principes pour réussir, il y en a trois, clairement. Et le premier levier, c'est la culture de l'entreprise. Il faut se poser plein de questions. C'est est-ce que la culture de votre organisation, est-ce qu'elle est flexible? Est-ce qu'elle autorise des interactions transversales? Il n'y aura pas de collaboration entre les services s'il n'y a pas, si on n'autorise pas l'interaction transverse. Il y a des boîtes où il faut passer par son chef et par le chef du chef pour aller voir quelqu'un en face. Parce que justement, les chefs veulent contrôler. Si l'entreprise se met en mode totalement horizontal, alors il y aura une meilleure collaboration. Donc la culture, vraiment, c'est fondamental. Et est-ce qu'elle est aussi favorable au partage des connaissances? J'ai eu des boîtes où c'est pas vraiment dans la culture. Les gens gardent pour eux. La connaissance, c'est le pouvoir. Donc, si c'est favorable, alors ça marchera mieux. Mais sinon, il faut voir comment on peut faire jouer ce changement de culture avec à la fois les chefs qui vont pousser pour que ça change, parce qu'eux voient très bien l'intérêt de le faire. Et puis, les gens sur le terrain ont envie aussi que ça change, parce qu'ils en ont marre, surtout les jeunes. Et au milieu, ça va squeezer le management intermédiaire qui dira ok, j'ai pas le choix, les chefs veulent que ça change, mes gars aussi, donc on va changer. Mais il faut qu'il y ait un push fort d'en haut. S'il n'y a pas un push de la part du top management pour la culture, pour qu'elle soit plus horizontale, et qu'elle encourage les réseaux, les échanges, la collaboration, alors ça marchera mieux. Donc fondamental, la culture. Une boîte qui est verrouillée, vous aurez du mal à collaborer ou faire tout ce que je vous dis.
Le deuxième, c'est animer les communautés. Parce que c'est virtuel, V comme virtuel, c'est qu'elles sont à distance, et qu'elles soient animées elles-mêmes. Il faut que ça bouge, il faut que les communautés donnent de la valeur, qu'elles échangent, que les gens en profitent, que les gens reçoivent et que les gens donnent surtout. Je donne pour recevoir. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise? Y a-t-il une stratégie de promotion des communautés dans votre entreprise? Est-ce qu'il y a une initiative qui implique les membres dans ça? Est-ce qu'il y a déjà des communautés un peu sous-marins, qui sont des proto-communautés, qui commencent à émerger, qui sont un peu, comment dire, transverses et un petit peu cachées? Et donc, dans ces cas-là, pourquoi pas les révéler avec une stratégie qui permettra de les encourager, de les faire vivre, de les faire croître, de les rendre plus efficaces pour les membres, pour le business et pour les clients, apporter plus de valeur. Est-ce qu'il y a des rôles formels qui ont été définis pour l'animation dans la communauté? Par exemple, tels que l'animateur, comme j'ai parlé tout à l'heure, ou le facilitateur, le leader, qui permettent comme ça de s'assurer que les communautés sont vivantes. C'est un peu comme une association. Je vais faire un parallèle. L'association, s'il n'y a pas de président, s'il n'y a pas de bureau, ça ne marche pas. Ça ne vit que parce que le bureau et la présidence ont envie que ça bouge. Donc, une communauté, c'est pareil. S'il n'y a pas un animateur, une animatrice et donc des champions qui sont là pour aider, faire vivre la communauté et la faire bouger, la faire échanger, ça ne marchera jamais. Donc, se pose la question du temps disponible pour ça. Donc, est-ce qu'il y a un engagement de l'entreprise pour donner du temps aux gens qui animent parce qu'ils voient un intérêt business? Et peut-on mesurer cet intérêt business? Je vous dis oui, ça se mesure. Et il y a plein de méthodes pour ça. Et est-ce qu'on a formé les animateurs? Est-ce qu'il y a un groupe central qui s'occupe d'eux? Là, j'aide une entreprise et j'aide un groupe central avec une personne que je forme justement pour pouvoir animer des communautés et s'assurer que l'ensemble des communautés marcheront toutes seules dans quelques mois. Donc là, on va en lancer, je crois, 6 ou 8 au mois de juin. Et la techno, ne pas oublier la technologie, souvent c'est le truc qui peut vous tuer. Est-ce qu'on a un outil informatique moderne? Est-ce qu'on a des outils collaboratifs modernes, genre Yammer, genre Teams, genre Slack, genre Google Meet, etc., qui font que on communique en temps réel, on peut faire des échanges, de la conversation, on peut stocker des documents, des bonnes pratiques, on peut les rechercher facilement, donc les trouver et donc les réutiliser. Est-ce qu'on peut mesurer ça? Est-ce qu'il y a un fameux réseau social d'entreprise? Genre, je dis Yammer, mais il y a pas que lui, il y a Jalios, il y en a plusieurs hein, qui permettent de faire ça pour pouvoir justement être capable d'échanger à l'intérieur. Tout ça, c'est des sujets, donc la culture, 1, 2, les communautés, donc le transversal, 3, les bonnes technos. Si vous n'avez pas ça, ça va être difficile. Alors, il nous reste un quart d'heure. Donc, on peut faire un petit klaxon. Je vous rappelle, le petit klaxon, c'est hyper sympa. Tout le monde adore. Donc, par contre, là, pour le coup, je ne pourrais pas partager mon écran parce que j'ai un problème, j'ai qu'un seul écran, ça ne va pas être pratique. Donc là, en l'occurrence, je propose ce sujet d'échange. Ah, question, effectivement, avant de faire ça, bonne question. Alors, une question de Carole. Comment sont évalués les bénéfices de la communauté? Bonne question, Carole. Bon, je réponds pendant que vous vous branchez, d'accord? Alors, il y a 3 niveaux de mesure des communautés. Le premier niveau, c'est, je dirais, la mesure technique. Hein. C'est est-ce qu'il y a eu des messages, des échanges, le nombre d'échanges qu'il y a eu, le nombre comme sur WhatsApp ou sur un groupe Facebook ou LinkedIn, nombre de posts, nombre de likes, nombre de réponses, d'accord? Vous avez aussi le nombre de fois qu'il y a eu des webinaires, combien il y a eu de gens dans les webinaires. Ça, c'est des mesures, je dirais, techniques. C'est au départ, ça permet de savoir qu'on part de 0, ça monte, ça monte, ça monte, et ça va. Donc là, au départ, c'est une mesure correcte, mais ce n'est pas suffisant. Niveau au-dessus, donc deuxième niveau, c'est la mesure, tout ce qui est le ressenti des collaborateurs, donc l'impression, tout ce qui est la voix du membre. On parle de la voix des clients quand on parle de clients en qualité, là je parle de la voix du membre. Est-ce que le membre est content? Est-ce qu'il pense qu'il y a une valeur tangible qui est fournie par la communauté pour ses clients, son business ou pour lui? Et là, c'est le deuxième niveau. Si le membre est déjà content, c'est pas mal déjà. Ça permet de se dire, ce que je fais pour la communauté fait que globalement, la valeur perçue par les membres est pas mal.
Mais pour le business, pour les chefs, ce n'est pas forcément suffisant. Donc, le troisième niveau, et ça c'est le Graal intégral, c'est se dire est-ce qu'il y a des histoires, des success stories, des histoires qui peuvent montrer que la communauté fonctionne. Et la meilleure histoire, c'est du genre, j'ai posé une question sur le forum de la communauté dans le réseau social d'entreprise parce que j'avais un problème XY, genre une propale pour un client ou un truc qui ne marche pas. Quelqu'un m'a aidé ou des membres m'ont aidé ailleurs qui ne m'auraient jamais aidé si on n'avait pas été membre de la communauté. Le problème a été résolu, le client est content, le client a même témoigné qu'il est content. Je montre ça à mon chef et là, c'est royal. Vous avez ici une histoire avec la problématique, qu'est-ce qui s'est passé, en quoi la communauté a aidé, voilà les gains, en quoi elle a aidé. Et là, vous avez une histoire. Et là, clairement, ce sera un bénéfice quali, avec un peu de quantique qui est le gain derrière, mais au moins vous aurez une histoire. Et l'histoire, ça, c'est la meilleure solution. Et si en plus vous avez un manager qui témoigne ou un client, c'est royal. Là, vous avez une super histoire. J'espère que Carole, ça répond à votre question. Donc, 3 niveaux, mesure technique de base, la mesure de la voix du membre, donc ce qu'on appelle un peu le retour sur engagement. Et puis, niveau numéro 3, c'est les success stories, des histoires qui montrent que ça marche. Ah, les post-it arrivent, effectivement. C'est vrai, les post-it arrivent. Ça commence à venir. Waouh, waouh, waouh. Alors là, ça commence à venir. Il y a plein de choses dans les post-it, hein. Sinon, je prends la question, s'il y en a une, avant que ça vienne, le temps que ça vienne à l'écran. Je vois effectivement, il y a marqué demander de l'aide, utiliser Klaxoon, c'est vrai. Tisser des liens pour mieux collaborer, effectivement. Créer des rituels, ça c'est vrai. Les rituels, c'est hyper important. Écouter, discuter avant de rejeter, ça oui. L'écoute, l'empathie, c'est super important. Le même langage de base, c'est un beau sujet. Je pourrais en parler un de ces jours, c'est le langage d'entreprise et avoir des langages communs via une encyclopédie d'entreprise commun. D'ailleurs, cette semaine, je fais une conférence à Gexo. C'est une association sur la gestion de la connaissance et le sujet, ce sera encyclopédie collaborative en entreprise pour que justement les gens collaborent mieux et surtout partagent un vocabulaire commun d'entreprise. C'est un beau sujet, ça. Alors, partager les réussites, ça c'est un beau sujet. Oser parler, effectivement, ça c'est important. Et ça, c'est un sujet important qui est lié à la confiance, le oser parler. Parce que si vous êtes une entreprise où on n'a pas confiance, où les gens n'ont pas confiance, eh bien, ils ne parleront pas. Parce qu'ils se diront, si jamais je dis un truc et que ça ne plaît pas à un chef ou à quelqu'un, je vais me faire allumer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Et ça, c'est super important d'avoir la notion de confiance. Alors, je prends la question en même temps que nous a sorti. Est-ce aussi valable dans le secteur santé? Effectivement, oui. Alors, ça marche très bien au Québec. Alors, le Québec, et justement, il y aura une conférence au mois de juin au KCO, qui a un autre séminaire sur les communautés de pratique, ça uniquement focus pour ça, au mois de juin. Ça a lieu à Toulon, le KCO. Si vous, à la limite, je vous dis ça parce que ça peut être utile de vous alliez dessus. Il y a encore de la place, je crois, kco.kedge.edu. Je vous laisse regarder sur ce site web. Et vous avez dedans, il y aura des exemples au Québec de communautés, effectivement. Alors moi, j'en ai une en tête qui a marché longtemps. C'est une communauté d'infirmières interhôpitaux dans un domaine précis dont j'ai oublié le nom. Alors, je ne sais pas si c'était la réanimation ou d'autres, qui effectivement ont échangé entre elles des bonnes pratiques en tant qu'infirmières, en étant effectivement un peu séparées des médecins pour qu'on leur foute la paix et qu'ils puissent échanger entre elles. Et effectivement, dans le secteur santé, il y a l'idée, effectivement, c'est qu'il y ait des communautés transverses entre praticiens, mais différents domaines. On peut très bien imaginer, dans le secteur santé, il y a des personnes en difficulté, qui est des gens, alors les médecins, alors peut-être des médecins qui font pas le SAMU, comment ça s'appelle, le système le CESU, c'est ça, je crois, non, je sais plus, c'est CESU, SASU, pour avoir pas le PMU. Vous voyez ce que je veux dire, c'est le fait qu'on ne paye pas effectivement le tiers. Ça, des assistantes sociales, par exemple, on peut très bien les avoir ensemble. On peut aussi avoir d'autres types de praticiens qui sont en réseau. Et clairement, le domaine d'échange, c'est effectivement les gens en difficulté et comment
aider les gens en difficulté, les bonnes pratiques sur ce qui se passe dans ma ville, dans ma région pour aider. Donc, je pense que la santé, c'est fondamentalement un secteur qui était sous-utilisé dans le domaine des communautés transverses, qui permettrait de casser des silos qui existent actuellement entre les différents métiers. Donc, c'est fondamental. C'est le CESU. Merci, Michael. Donc, vraiment, je pense que c'est super important parce que c'est des métiers différents qui ont besoin de se parler. Clairement, la parole, il faut la libérer. Et alors, le site, c'est donc KCO, c'est pas le site KCO, et c'est le symposium, un symposium du mois de juin. Sympo, S-I-U-M, de juin. Vous aurez ça ici. Alors, si je reviens sur Klaxoon, ne pas juger outil efficace, effectivement. Alors là, si je prends d'autres idées, là, think out of the box, c'est un sujet aussi super important. Mais si je reviens aux communautés, je pense que c'est pour la santé, je pense que c'est un très beau sujet. Moi, j'aime bien votre question, Michael, parce que en fait, c'est le domaine. Ce qui compte, c'est qui a un intérêt. Je pense que, on le voit. Quand les gens sont passionnés sur leur domaine, qu'ils adorent leur domaine, leur job, eh bien, ils ont envie de partager dans une communauté. Et ça, j'ai fait une étude avec ça il y a 1 an avec des chercheurs. On a vu très bien qu'il y avait un lien très fort entre j'aime mon job, j'aime mon domaine, alors je vais être impliqué dans ma communauté par rapport à ce domaine. Et le vecteur entre j'aime mon job, j'aime mon domaine et j'ai envie d'aider et la communauté de pratique sur ces sujets-là, c'est quoi? C'est la valeur perçue. Donc j'aime mon job, j'adore, etc. Je suis super content, j'aime bien. Ah, il y a une communauté dont je vois une valeur extrêmement importante d'être présent parce que je vois qu'elle rapporte de la valeur aux membres. Et donc, ça me permet de dire, je vais m'appliquer dedans, je vais partager, je vais assister au séminaire, je vais moi-même mettre des documents, je vais échanger, répondre aux questions et donc créer du lien. Et pour ça, il est important, je pense, d'une communauté sur la santé, que les animateurs soient un peu diversifiés et qu'ils aient beaucoup d'empathie et qu'ils soient là pour aider les membres à résoudre leurs problèmes grâce à l'entraide entre les différents membres sur des questions. Super, super, super important. Alors, si je prends tout ça, il y a plein de trucs. Hein, voilà. Prendre la mayonnaise, oser parler. Il nous reste 8 minutes. Alors, je vous propose un petit truc sympa. Vous pouvez voter pour les idées que vous préférez. Je vous rappelle le système du vote. Je vais le mettre dans la slide là, juste après. Là, voilà. Vous cliquez sur l'idée, vous cliquez sur le cœur et vous mettez un cœur. Je vous donne à la limite, vous avez chacun 3 gommettes. Donc 3 cœurs. Allez, 3 cœurs. Non, 5 cœurs. Allez, chacun 5 cœurs pour pouvoir répartir tous vos cœurs sur les idées que vous préférez. 5 chacun, donc 5 gommettes. Et je vous laisse les mettre sur les idées que vous préférez par rapport à la question. Mais si je prends effectivement les questions, on voit très bien qu'il y a une notion de partage. C'est super important. Un film directeur en fonction du métier, oui. Métier et domaine, c'est important. Si on reste dans un métier, dans un domaine, on a la passion de son métier. La passion de son domaine, en l'occurrence, je ne sais pas si ça peut être le médico-social ou l'entraide entre les personnes, la question effectivement dans le secteur de la santé. Et c'est ma passion. Donc j'ai envie d'en faire profiter les autres, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'aider. Donc ça, c'est super important. Et créer un codebook, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un codebook, c'est pour une communauté, c'est définir en gros les règles de base de la communauté, le mode de fonctionnement, ce qu'on peut aussi appeler une charte. C'est comment elle fonctionne, les règles en interne, donc la bienveillance, qui sont les membres, comment ça va fonctionner, nos activités, pour que les gens sachent qu'il y a une communauté, qu'elle marche. Donc je pense que dans le cas de votre exemple, Michael, dans le domaine de la santé, eh bien, fondamentalement, avoir un codebook, donc une charte pour dire, voilà, la charte des gens dans le domaine en question de l'aide aux personnes, eh bien, nous sommes ensemble parce que nous pensons à ces valeurs-ci et que l'entraide va aider pour ça. Donc, comme ça, quand les gens vont rentrer, ils sauront à quoi s'attendre, ils sauront quel est le mode de fonctionnement et la bienveillance qui est derrière la communauté. Donc, c'est fondamental. Alors, est-ce qu'il y a des petits cœurs? Ah, les cœurs commencent à venir. Alors, si je vois les cœurs, est-ce que je peux faire un zoom? Je vais zoomer un peu l'histoire pour voir quels sont les meilleurs cœurs.
Donc, communiquer horizontalement, et ça c'est le numéro 3. Écouter, rediscuter avant de rejeter. Oui, l'écoute, c'est super important dans une communauté. C'est fondamental. Là, on est entre pairs, donc on écoute les autres, leurs idées, même si on pense qu'elles sont un peu farfelues, parce qu'on peut toujours augmenter l'idée d'un autre en apportant les siennes, en échangeant, et donc comme ça, pouvoir avoir des meilleures idées. Donc l'écoute, c'est super important. L'écoute bienveillante, ça c'est vraiment génial, quoi. Mais Michael, si vous voulez qu'on en parle plus sur votre histoire de communauté, ça m'intéresse bien. Donc cliquez en haut, prenez rendez-vous, puis on pourra là, parce que je trouve que votre sujet là, je le trouve hyper sympa. Il y a d'autres personnes qui m'en ont déjà parlé, des communautés dans le domaine de la santé, et c'est un sujet qui franchement m'intéresse beaucoup. Donc je vous laisse cliquer là-haut, on prend rendez-vous et on pourra en parler en détail, hein. Alors j'aime bien ce sujet. Il n'y a pas de mauvaises idées. Eh bien non, toutes les idées sont bonnes à prendre dans une communauté et pas de jugement de valeur envers les autres. Ça, c'est hyper fondamental. Alors, il nous reste 4 minutes. Ça va super vite. Donc, pendant que vous continuez, qu'est-ce que je peux dire? Ben, écoutez, clairement, on est. Alors, je pense que vous avez compris, hein, c'est que les communautés de pratique, virtuelles ou pas, donc en présentiel ou à distance, donc ces fameuses communautés de pratique virtuelles sont stratégiques pour 3 choses: collaborer en entreprise, innover et partager les bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, si vous avez une réflexion sur ces sujets-là, sur l'innovation collaborative, les bonnes pratiques, l'échange à distance, monter des communautés, que ce soit interne ou externe, comme l'idée effectivement de Michael. Merci Carole de rebondir pour dire que c'est un excellent sujet. Franchement, Michael, vous avez un très bon sujet. Eh bien, prenez rendez-vous avec moi, on peut en parler en détail parce que tous vos sujets m'intéressent et j'ai plein d'idées à vous fournir. Entre autres, là, Michael, pour votre histoire, j'ai des Rex québécois qui pourront vous être utiles. Donc, je pourrais vous parler en détail. Et n'oubliez pas, il reste 3 minutes. Je vous propose, avant de partir, que vous fassiez un petit feedback sur mon webinaire pour que je puisse m'améliorer. Alors, j'ai une question en plus par rapport à la fois dernière. J'ai une question en plus qui est, qu'est-ce que ça me donne comme idée pour changer les choses chez moi? Intéressant comme question. Donc, je vous rappelle que les questionnaires, je les publie. Une fois qu'on a fini, je mets en ligne les slides et tout, et je rajoute à la fin des slides les réponses aux questionnaires ainsi que le klaxon. Comme ça, vous avez les post-it, les réponses au sondage. Comme ça, vous avez le feedback du webinaire qui peut aussi vous aider. Alors là, franchement, je suis impressionné par le chat. Donc, communiquer régulièrement et horizontalement, Boris, très bonne idée. C'est vraiment fondamental. Publier où? Sera publié sur LinkedIn. Donc, si vous me suivez sur LinkedIn, vous verrez dans, je pense, à peu près une semaine, je publierai la vidéo, le replay, les slides, etc. Ou alors, ce sera publié sur LinkedIn ou alors sur mon entreprise, le site web de mon entreprise. Ce sera aussi dans quelques semaines. Et à malte.com, vous avez aussi le replay des webinaires précédents. Vous avez 1 an de webinaires disponibles avec des slides et autres et autres. D'accord? Et donc, effectivement, je disais tout à l'heure, communiquer horizontalement, ça c'est fondamental. D'où on a parlé de virtuel. Donc, il y a plein de méthodes pour du virtuel, mais franchement, le virtuel, souvent, c'est de l'envie, de la passion, que les gens rendent ça intéressant, que ça les amuse, qu'ils aient envie de venir. Et s'ils veulent venir parce que vous les amusez, vous leur plaisez, ils sont intéressés, ils vont rester scotchés pendant 1 heure. Si vous faites quelque chose qui est extrêmement embêtant, qui est en gros, que vous reproduisez vos séminaires ou vos conférences en salle, de la même manière avec un webinaire en étant seul à parler et en n'ayant aucune animation et que des slides, là vous allez, je vais être un peu vulgaire, vous allez gonfler les gens et ils ne pourront plus venir. Donc, pensez-y. Il faut qu'il y ait du fun pour que les gens aient envie de venir à vos activités. Et en virtuel, c'est encore plus vrai. Ah, c'est sympa. J'ai 4,5 pratiquement sur 5 pour la note globale.
Et j'ai plein d'idées, ça me donne envie d'améliorer et entre autres, avoir un plan d'animation pour ces webinaires. Bah oui, c'est clair. Oui, qui dit communauté aussi, je ne vous ai pas dit, mais ça demande aussi, il faut aussi un plan d'animation. Comment j'anime le groupe? Quel rituel je vais avoir? Des webinaires tous les mois, tous les 2 mois peut-être, des groupes de travail, des formations peut-être, des échanges, comment je vais ritualiser des échanges pour que les membres soient toujours envie de venir. Et quand il y a des questions, comment je m'arrange pour que les réponses soient rapides? Rapide, je dirais, c'est 2-3 jours. Donc, comment on s'organise? Et ça, c'est fondamental dans une communauté pour la collaboration dans l'entreprise. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que le séminaire vous a plu. Donc, si c'est le cas, bien, écoutez, soyez sympa, répondez à Alain. Faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, ça, c'est une très belle phrase que je vais garder. Je pense même que je vais la mettre d'ailleurs dans le résumé du webinaire parce que franchement, elle est très bien. Merci beaucoup Alain, c'est une super phrase. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas, vous avez des choses à discuter et Michael surtout sur votre communauté, votre idée de communauté, je suis preneur parce que je pense qu'il y a plein de choses que l'on peut faire dans la santé. Sinon, d'autres sujets d'échange, vous voulez des rex, des échanges sur vos idées ou améliorer chez vous, n'hésitez pas, contactez-moi. Je pense que j'ai des choses à vous raconter au-delà des 45 minutes qu'on a passées ensemble, bien sûr. Et puis aussi, vous avez vu que dans l'animation, Klaxoon, c'est mon petit copain, très efficace pour animer. Bon, là, je le fais un peu plus simple. Donc, beaucoup plus innovant dans Klaxoon. Et certains qui sont en ligne connaissent bien Klaxoon, s'en servent. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a mis effectivement dans le post-it. Donc, pensez-y, c'est un beau sujet, Klaxoon, en termes de brainstorming. Donc, sur ce, je vous dis au revoir. J'espère que vous avez passé une très bonne matinée avec moi, que vous avez appris des choses. Et puis, je vous revois bientôt, dans un mois, ou à la rentrée. Ça va dépendre de l'activité. Mais sinon, on reste en contact sur LinkedIn et vous aurez bientôt le replay avec les salles. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Au plaisir. Et à très très bientôt.